Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Agnès Ledig. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à la librairie Martel. Vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages et vous êtes traduite en 19 langues. Vous écrivez également pour la jeunesse avec l'illustrateur Frédéric Pillot. C'est lui qui a d'ailleurs signé la superbe couverture du roman que vous venez nous présenter ce soir, Répondre à la nuit, paru aux éditions Albin Michel le 29 janvier dernier. Le roman se déroule dans les Vosges. Nous suivons Thémis, votre héroïne, tatoueuse et archère hors pair, entourée de Rémi, son frère de cœur, Maxence, un ami audio-naturaliste, Héloïse, une jeune activiste en quête de vengeance, Victoire, guérisseuse. Moi, mes racines bretonnes ont envie de l'appeler une druidesse. C'est très proche. Et enfin, Pierre Richemont, chasseur et de flic. Un meurtre au milieu de la forêt va sceller le destin de tous ces personnages. Je n'en dirai pas plus. Et avant de commencer, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Les gens dans la rue vont se demander C'est ça. ce qui Que se passe-t-il chez Martel? Et justement, Agnès le dit, que se passe-t-il chez Martel? Que venons-nous d'écouter? Il y a un cerf qui se promène dans la librairie. Non, c'est pas la saison. Mais c'est le brame du cerf. C'est un des cerfs qui vivait autour de chez nous il y a 2 ans et qui a été enregistré par l'audio-naturaliste qui m'a aidé à l'écriture de ce roman. Ah, donc vous connaissez ce cerf en plus? Non, je ne connais pas personnellement, mais on en avait quelques-uns et qui n'étaient pas loin du tout. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu en vrai le brame du cerf, mais si ce n'est pas le cas, essayez d'y aller parce que c'est incroyable. Donc on est là pour parler de ce roman qui est un roman très lumineux. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'ai eu envie d'aller me balader en forêt après la lecture de ce roman. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu ici, mais vous allez découvrir un univers extraordinaire. Et je voulais savoir comment ce roman était né dans votre esprit. Alors ça, c'est toujours la question piège parce que je ne sais pas trop l'expliquer. En général, je pars d'un thème que j'ai envie d'aborder. Et petit à petit, en réfléchissant à l'histoire, elle se construit en ajoutant des personnages, des scènes, des situations. Et voilà, j'avais envie de parler de la forêt parce que je suis amoureuse de la forêt et on lui fait beaucoup de mal. Et puis voilà, je voulais vraiment aborder le thème de la relation entre l'humain et la nature, et sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui vivent dans la nature, qui se soignent avec la nature, c'est Victoire par exemple, Thémis. Il y a des humains qui travaillent avec la nature, le bûcheron, l'audio-naturaliste. Il y a des humains qui ne respectent pas la nature, Richemont, le chasseur. Il y a aussi des chasseurs qui la respectent. Enfin voilà, il y a plein d'approches possibles et j'avais envie d'écrire cette palette-là de relations à la nature. Quelle relation vous-même entretenez avec la nature et la forêt? Pourquoi la forêt? Pourquoi pas un autre espace? Alors je pense que c'est parce que c'est un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai eu la chance d'avoir eu des parents, ils étaient instits, mais on se chauffait au bois et donc ils achetaient des lots de bois sur pied dans la forêt et tous les week-ends ils allaient faire du bois tous les deux. Et on était toutes petites, ils nous emmenaient avec, on avait notre petite valise de schtroumpfs et puis on jouait dans la forêt. Moi j'avais 5 ans, quoi, j'étais vraiment petite. Et on a toujours habité à proximité d'une forêt. Et aujourd'hui, avec mon mari, on vit sur une ferme dans les Vosges et on traverse la toute petite route à la sortie de chez nous et on est dans la forêt des Vosges à perte de vue. Et donc on vit
même si on a des champs un peu autour, on a des voisins, mais on vit dans la forêt. La nuit, on entend les cris. En septembre, octobre, on entend le cerf. Là, on a entendu le renard. D'ailleurs, le renard qui nous prend des fois des poules, hein, c'est impitoyable. Hein, si on oublie une fois de fermer la trappe. D'ailleurs, ça va pas sonner parce que c'est à 21h et quelques, mais on a une alarme sur notre téléphone, et mon mari et moi, et on vérifie, on revérifie parce que voilà, ça pardonne pas, mais j'adore c'est un animal que j'adore, le renard, et je lui en veux pas. Parce que c'est la vie, c'est de notre faute, c'est à nous de faire attention à nos poules, et voilà, c'est comme ça. Mais on vit vraiment dans la forêt, et on s'adapte à la forêt et aux animaux qui y vivent. Je voudrais parler un petit peu de vos personnages. On va parler de Thémis, bien sûr, qui est quand même au cœur du roman. Thémis est tatoueuse, et je voulais savoir ce qui vous a séduit dans ce métier, dans cet univers. C'est intéressant parce que déjà, ça se voit un petit peu. Oui. Je donne de ma personne pour écrire des romans. C'est beau, c'est beau. Et il y a de plus en plus de personnes tatouées. Vous aussi, et j'avais envie d'en parler parce que c'est pas courant d'avoir un tatoueur dans un roman, et puis ça lui donnait une épaisseur à Thémis de faire ce métier-là, et à un moment donné il y a une scène où en fait j'explique que le tatouage c'est un peu un message de la vie des gens. Chaque tatouage a une signification pour les gens, et à un moment donné, il y a une scène où elle va se tatouer quelque chose qui a une vraie signification pour elle et qui raconte son histoire. Et voilà, donc j'ai rencontré une tatoueuse à Paris qui m'a parlé de son métier, qui m'a expliqué plein de choses. J'ai pris plein de notes, et puis j'ai essayé d'en faire un personnage. Et elle m'a fait un tatouage au passage. Oui, je vois ça. Thémis est également archère. On pense forcément à Artémis à la lecture du roman, déesse de la chasse. En quoi pensez-vous que la mythologie peut nous apprendre sur les relations humaines et les relations à la nature, notamment ? Alors, je connais peu la mythologie. Là, je me suis surtout penchée sur Artémis, effectivement, et c'est pour ça que j'ai choisi l'arc. Il se trouve que Frédéric Pillot, qui est illustrateur des albums jeunesse et qui a fait la couverture, à chaque fois que je déjeune avec lui, il y a au moins un moment donné où il parle de mythologie. Il est très très calé en mythologie, et moi je suis admirative. Et en fait, ça fait partie des récits fondateurs de l'humanité, en quelque sorte. Et quel que soit l'angle par lequel on lit, on trouve des choses qui nous racontent l'humanité. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et Artémis, c'est un personnage assez... Ouais, elle est intéressante parce que elle est féministe. C'est une des premières féministes de tous les temps, et elle va demander à Zeus, son père, un arc et des flèches parce qu'elle veut faire comme les hommes. Elle ne supporte pas l'idée qu'en tant que femme, elle n'ait pas le droit d'aller apprendre à tirer à l'arc, et elle a une relation à la forêt. Elle est déesse de la chasse, mais elle protège les animaux sauvages et la forêt, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas qu'on les maltraite, elle achève les animaux blessés, etc. etc. Il y avait vraiment... je me suis beaucoup inspirée d'Artémis pour créer le personnage de Thémis, d'où le prénom. Qui n'est pas son vrai prénom, mais je ne dis pas tout. Non, mais vous voyez, je n'ai même pas évoqué. Juste avant la deuxième partie, vous citez... la deuxième partie du roman, le roman est en 3 parties, excusez-moi. Vous citez Anaëlle Thierry dans son ouvrage Bienvenue en Saint-Tropie, paru chez Terre Vivante. La mort est un cadeau de la vie à elle-même. Expliquez-nous, et qu'est-ce que la Saint-Tropie ? Alors, séquence jardinage. Vous connaissez la permaculture, je pense, on en parle beaucoup. La Saint-Tropie, c'est je vais avoir du mal à le définir de façon précise, il faut lire le livre parce que c'est assez complexe. Il faut que moi je le relise, mais en quelque sorte, c'est une façon
de favoriser la croissance des plantes par la cohabitation. Et je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Elle donne l'exemple de semer du maïs, des rangs de maïs, et par poquet de 6-7 graines. Et quand ils font 20 cm, d'en couper une partie. Et le fait de couper une partie des plants va faire que les autres à côté vont être plus forts et vont se développer plus. Ça, c'est un des exemples. Mais c'est une étude, alors c'est très très ancien, mais elle l'a mis au jour récemment. C'est une façon de comprendre en fait le fonctionnement des plantes et de l'adapter à nos potagers. Et cette phrase, je la trouve dingue parce que ça m'a rappelé une phrase de Marc Namblard, l'audionaturaliste avec qui j'ai fait quelques sorties en forêt. D'ailleurs, c'est génial parce qu'on se promène dans la forêt, puis tout d'un coup, il s'arrête. Il est en train de me parler, puis tout d'un coup, il s'arrête et dit: ah, tiens, il y a une fauvette à tête noire qui imite tel oiseau. Et il est incroyable, il en reconnaît 20. Moi, j'en reconnais 2. C'est déjà pas mal. Et il reconnaît les patois aussi, parce qu'il y a des accents, il y a des patois selon la région. C'est-à-dire je sais pas, un rouge-queue, il va pas forcément avoir le même chant dans telle zone que dans telle zone. Et, enfin voilà, c'est un monde à part. Et il m'avait dit un jour, il n'y a pas plus vivant qu'un arbre mort. Et c'est ça la phrase. Tout à fait ça. La mort est un cadeau de la vie à elle-même, et tout se recycle et tout se nourrit. Les feuilles mortes nourrissent le sol et permettent à d'autres arbres de pousser, et c'est beau. Ce roman, c'est un hymne à la nature, un hymne au vivant, mais aussi à la réconciliation avec la pratique de la chasse. J'aimerais citer Thémis qui dit, page 143, « J'en avais besoin pour ne pas être considérée comme une braconnière, et puis je ne suis pas opposée à la chasse. Nous faisons partie de la chaîne alimentaire. À mes yeux, on peut prélever dans la nature, du moment qu'on la respecte, sans la piller et sans la maltraiter. Un peu comme les peuples amérindiens. » Et ma question, c'était: est-ce que vous avez réussi à faire lire votre livre à des chasseurs? Et si oui, qu'en ont-ils pensé? Alors, moi, je vous avoue que j'ai du mal avec la chasse parce que j'aime pas ça. Mais quand on est arrivé il y a 5 ans dans les Vosges, on a été confrontés aux chasseurs. Parce que des fois, il y a le panneau juste derrière notre maison, chasse en cours, et puis on fait attention où on marche. Mais on a fait la connaissance avec un jeune chasseur du village, et j'ai beaucoup discuté avec lui aussi pour écrire ce roman. Alors, forcément, quand il l'a lu, je l'ai fait lire en amont. Il se grognotait un petit peu en disant: oui, enfin, t'es quand même un peu négatif parfois sur certains chasseurs. Mais après, je sais pas, hein, j'ai pas eu de retour de bâton. Je ne sais pas si d'autres chasseurs l'ont lu, mais j'ai essayé de ne pas être manichéenne, justement. C'est pas ni pour ni contre, il y a des arguments des deux côtés. Et je connais des chasseurs qui connaissent très très bien la nature et qui la respectent et qui prélèvent en fonction de leurs besoins. Et c'est ce qu'elle explique à un moment donné. Elle préfère l'idée qu'un chevreuil soit tué proprement, de façon, sans souffrir dans la forêt, après avoir eu une vie heureuse jusque-là, qu'un animal qui a été dans un élevage intensif et qui est transporté dans un abattoir, qui stresse, etc. Et moi, j'entends cet argument-là. Donc, et l'argument supplémentaire aussi, c'est que, ayant enlevé tous les prédateurs, tous les grands prédateurs de la forêt, on a un problème avec les animaux sauvages qui se multiplient trop. Donc moi, je suis plutôt fervente de la réintroduction des grands prédateurs, entre autres le lynx. À nous de protéger le lynx, le loup, à nous de protéger nos troupeaux. Mais en attendant, parce que c'est pas fait et c'est pas prêt d'être fait, en attendant, on a aussi besoin un petit peu des chasseurs, même si eux-mêmes admettent qu'ils ne sont pas aussi efficaces qu'un grand prédateur. Mais en fait, je rêvais en écrivant ce roman que les gens puissent se mettre autour d'une table, parce que là c'est violent, hein, entre les anti-chasses et les pro-chasses, c'est très très violent et je trouve ça lamentable.
Et je rêvais qu'on puisse se mettre autour d'une table pour discuter et avancer ensemble, ce qui n'est pas gagné. Mais voilà, cela dit, alors je voulais mettre en introduction de quasi chaque chapitre un petit passage d'un livre qui s'appelle Le mur invisible de Marlène Haushofer, qui est un livre incroyable. Je ne sais pas si je peux expliquer un petit peu le but. Allez-y. En fait, c'est l'histoire c'est une Autrichienne qui a écrit le livre. C'est l'histoire d'une femme en Autriche qui va passer un week-end un peu dans la montagne autrichienne avec son cousin et la femme de son cousin. Et un soir, ils vont à l'auberge, mais elle veut rester, elle est fatiguée, elle reste dans le chalet, un peu dans les alpages. Et le matin, elle se rend compte qu'ils ne sont pas revenus. Et ils ne reviennent pas, et elle commence à marcher vers le village, et elle trouve un mur invisible qui s'est installé dans la nuit. C'est un peu de la science-fiction quand même, hein, et elle va se rendre compte qu'elle est seule. Personne d'autre n'est dans ce mur sauf une vache. Donc elle va apprivoiser la vache et puis elle va boire son lait, mais elle va être confrontée à la survie. Donc elle va trouver des pommes de terre qu'elle va pouvoir replanter, des graines de haricots qu'elle replantera, elle va se créer son potager, elle va nourrir la vache qui heureusement attend un petit, donc il y a le petit qui va naître, etc. Et elle va chasser. Pour sa survie, elle va être obligée de chasser, mais elle explique à plusieurs endroits du roman à quel point elle a une aversion pour le fait de tuer un animal. Et ça m'a rappelé, quand j'étais ado, j'avais une admiration pour les Indiens d'Amérique et qui s'excusaient de tuer l'animal, mais qui le prélevaient pour se nourrir. Et ça m'a aussi rappelé, je ne sais pas si vous avez vu le film Captain Fantastic. Oui. Mais avec une scène d'ouverture incroyable de l'aîné de la famille qui apprend à tuer un chevreuil au couteau. Et tout ça me fait dire que on peut vivre en harmonie avec le vivant en le respectant, mais en vivant avec. Et c'est une façon de... On est dans la chaîne alimentaire, quelque part. Oui, on ne l'a jamais quitté. Non. Mais on a oublié qu'on y était, je pense. C'est surtout ça. Il y a cette espèce de supériorité ressentie par certains humains qui, moi, me heurte parce qu'on est la nature. Et j'aime beaucoup cette phrase des activistes. Je soutiens beaucoup les activistes climatiques parce que je trouve qu'ils sont importants. Et ils disent on ne défend pas la nature, on est la nature et on se défend. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est aussi une belle histoire d'amour, ce livre. Je ne dirais pas entre qui et qui pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est sympa de le découvrir. Et chaque chapitre est précédé par un couplet de la chanson phare d'Étienne Dao. Et pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Parce qu'un jour, j'écoute pas spécialement Étienne Dao, mais un jour à la radio, je l'ai entendue, cette chanson. Et je me suis dit, oh, ça raconte exactement la relation entre ce couple. Et voilà, donc c'est juste ça, j'ai eu envie de mettre des petits passages pour titiller la curiosité des lectrices et des lecteurs. En se disant, mais pourquoi Curiosité titillée, je confirme. Votre roman est extrêmement bien documenté, on le disait tout à l'heure, on est vraiment dans la forêt avec vous, on est la forêt avec vos personnages. Comment avez-vous préparé ce roman ? Vous parliez de l'audionaturaliste Marc Marmont tout à l'heure. Qui d'autre vous a aidé ? Il y avait le chasseur également. Comment vous êtes-vous préparé sur ce roman et combien de temps ça vous a pris ? Alors le temps c'est difficile parce que je compte pas. Je suis pas comme les joueurs d'échecs qui appuient dès qu'ils travaillent ou dès qu'ils réfléchissent. Mais ça me prend généralement une année de recherche et de prise de notes. J'ai généralement un carnet qui est consacré à un roman. Je suis carnetophile, donc je pense que si on me lâche ici, là, je repars avec 15 carnets, j'adore ça. Et donc, à chaque nouvelle idée, chaque nouveau roman prévu, je vais aller puiser dans mon petit stock de carnets. Je vais me dire, c'est ce carnet qui va me permettre de prendre des notes. Et je lis des livres, je discute avec des gens, je fais des recherches sur Internet.
et je compulse tout ce qui va pouvoir servir le propos. Et avec qui d'autre j'ai travaillé Si, j'ai été 3 jours en immersion au centre Athénas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un centre dans le Jura qui est centre de protection et de sauvegarde de la faune sauvage. Donc, ils recueillent tous les animaux blessés qu'on leur ramène, sauvages toujours, hein, pas les chiens, les chats, etc. Mais ils ont bien assez à faire avec tous les rapaces, les cigognes, les renards. Quand j'y étais, il y avait un castor qui avait été mordu par un chien. Il y avait des chauves-souris, il y avait une colonie de chauves-souris qui était tombée d'un volet roulant quand la dame était revenue de vacances et qu'elle avait ouvert son volet. Et d'ailleurs, il y en a qui étaient enceintes, il y en a qui étaient allaitantes. Donc, il y avait des chauves-souris accrochées à leur maman, c'était incroyable. Et donc, j'ai passé 3 jours avec eux pour voir un peu comment ça marchait. Et voilà, c'est des gens comme ça qui m'accompagnent. Et ça permet de faire des rencontres extraordinaires. Et après, ça devient des amis. Et puis, voilà, je passe beaucoup de temps parce que j'ai besoin d'être crédible quand j'écris quelque chose. Et donc, je fais beaucoup de recherches. Mais je crois que Franck Tilliès, par exemple, il fait aussi beaucoup de recherches en amont. C'est pas la même ambiance. Non. À un moment donné dans votre roman, les amis se retrouvent pour écouter Le Cri du Lynx, et nous sommes chanceux. Alors, je peux vous divulgacher quelque chose. À la fin du roman, il y a un truc super chouette. Il y a un QR code qu'il faut approcher de votre téléphone, et vous avez tous les cris, et c'est comme ça que vous avez mis les cris des animaux. Donc, vous pouvez écouter tous les cris des animaux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je vais vous mettre le lynx boréal parce que j'ai été aussi très curieuse de l'écouter parce que c'est une partie importante et essentielle dans le roman, donc je vous fais écouter. Donc c'est surprenant pour un lynx, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et il y a une réflexion que j'ai appréciée à la suite de cette scène. Maxence en voulait à tous ceux qui avaient perdu l'émerveillement et qui, ainsi privés de leur beauté d'âme, détruisaient sans réfléchir. Et je voulais savoir quand la dernière fois vous avez été émerveillée. Ah mais moi je suis tout le temps donc la dernière fois c'était devant la cathédrale d'Amiens tout à l'heure qu'on a pu visiter et voilà, que ce soit à l'extérieur, que ce soit l'orgue à l'intérieur, j'ai l'émerveillement facile et je crois que c'est ce qui me sauve hein, de ce monde complètement fou. Mais je pense que c'est ce que j'ai envie de transmettre dans mes romans. J'ai envie de donner envie de s'émerveiller et le contact avec la nature génère des moments d'émerveillement incroyables. Là, on a un élevage de chèvres, on a des petites chevrettes, on a des naissances en ce moment. C'est un émerveillement absolu, quoi, de voir arriver au monde ce petit tout mouillé, et puis que 10 minutes après, il est sur ses pattes, et 10 minutes après encore, il tète sa maman. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Page 102, on a une description de Victoire qui m'a bien plu. Victoire ne s'ennuyait jamais, parce qu'on est réveillon de Noël, et en fait, elle est toute seule chez elle. Victoire ne s'ennuyait jamais, elle bricolait aussi, avec les corps et avec les âmes. Elle aimait rafistoler, renforcer, soutenir, éveiller, avec ses mains, ses mots, son énergie, son expérience. C'est mon personnage préféré dans le roman. Moi, je trouve qu'elle dégage une lumière, qu'elle est solaire, et je voulais savoir comment vous étiez inspiré pour l'écrire. Je pense que je me suis inspirée de ce que j'aurais aimé être en fait. Elle a un lien avec les plantes, avec l'énergie, avec les âmes humaines. Et en fait, elle transmet cette énergie-là et elle essaie de canaliser les énergies négatives chez les autres. Elle est très calme et elle vit la nature en fait. Elle est la nature. Et
Alors, elle est issue du précédent. J'ai quelques personnages dans celui-là qui sont issus d'un abri de fortune, mais elle était déjà là, dans un abri de fortune. C'est là que je raconte un peu son enfance et d'où elle vient, mais je pense qu'il y a des gens comme ça qui vivent vraiment. On avait vu un film, ça s'appelait Suzanne, un jour après l'autre, je crois. Et c'était un caméraman qui était allé voir une vieille dame qui vivait toute seule encore dans sa ferme dans les Vosges. Et c'était incroyable. Elle avait son potager, elle vivait. Et c'était très, très calme, très posé. Et je trouvais que ça faisait du bien dans un monde où tout va très 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 vite et là ben, elle vit au rythme des saisons en fait et ça calme énormément le cœur de vivre au rythme des saisons. Nous on le vit à la ferme, moi je m'occupe surtout du potager et chaque saison a son rythme et c'est un éternel recommencement mais avec une certaine logique et moi j'arrive plus à tailler des choses sans essayer de bouturer. Je replante dans la terre, ça prend pas, mais j'ai essayé, je récolte mes graines, je fais mes petites inséminations de graines de fleurs de courge pour avoir des graines pures. Enfin, c'est un. Moi non plus, je m'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, à voir, à imaginer. Enfin voilà, c'est très nourrissant un jardin, mais pas que les légumes, la vie dans le jardin. Vous êtes peut-être plus proche de Victoire que vous ne pensez. Comme vous venez de le dire, il y a plusieurs de vos personnages dans ce roman qui étaient présents dans vos romans précédents. Est-ce qu'ils sont devenus vos confidents, vos compagnons de route? Ben, ils sont tous au fond de moi, mais depuis Marie d'en haut, hein, on est très très nombreux à l'intérieur de moi. Je me débarrasse un peu plus des personnages malveillants, mais oui, je garde une petite place dans mon cœur pour tous les personnages que j'ai créés. Et là, j'arrive pas non plus à expliquer, mais parfois, quand j'écris un nouveau roman, je me dis, ben, tel personnage du précédent, il a encore des choses. Je peux encore lui faire dire des choses ou lui faire vivre des choses. Et puis parfois, je passe à complètement d'autres personnages. Mais là, j'avais vraiment envie de créer une espèce de, même si c'est pas une suite, mais une forme de. C'est un endroit précis, et puis les personnages principaux, par exemple la toute petite reine, deviennent secondaires dans un abri de fortune, et puis les secondaires deviennent principaux, et voilà, je joue un petit peu encore avec eux, je les recycle. On va jouer avec Pierre Richemont maintenant, chasseur, collectionneur d'animaux empaillés et de femmes non empaillées. Il a le pouvoir, il domine tout en toute impunité, et donc c'est un homme charmant. Et donc, même question pour Victoire, l'inspiration de Monsieur Richemont. Alors, on m'a dit, il y a un journaliste qui m'a dit, c'est un peu caricatural quand même. Oh non, il en existe. Non. On va regarder Donald Trump. Voilà. Mon Richemont, il est pas caricatural. Il y a cette notion de pouvoir en fait. Richemont, c'est un homme qui est à la tête de la plus grande scierie des Vosges. Il a la tête de la Fédération des chasseurs, il a des responsabilités politiques dans différentes institutions et donc des gens dépendent de lui parce qu'il les emploie. Il a cette espèce de prestance et de gouaille qui fait que les autres n'osent pas trop s'y opposer. Et puis, ben, il se sent tout puissant et il est le prédateur avec des proies, qu'elles soient dans la forêt ou qu'elles soient dans la société. Il y en a. Oui, il y en a malheureusement. On l'a dit tout à l'heure, Héloïse, à un moment donné, dit on s'en prend au bien, pas aux personnes, en tant qu'éco-activiste. Comment aujourd'hui bien défendre le vivant? On a 4 heures, ouais. On a le temps. C'est compliqué, hein. C'est compliqué et heureusement que j'ai mon jardin et que j'ai l'émerveillement pour pas être désespérée. Pas plus tard qu'aujourd'hui,
est tombée la décision de la justice par rapport à la 69 pour la reprise du chantier qui détruit des hectares et des hectares de terres agricoles et d'arbres et de biodiversité. La loi du plomb avec les pesticides, c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que même, en fait, on ne peut pas compter sur... moi, j'ai plus foi dans la politique. On ne peut pas compter sur les politiques qui sont censés protéger les populations, qui sont censés œuvrer pour notre bien. Et là, ils parlent de réintroduire des pesticides qui tuent les abeilles et qui tuent le vivant et qui polluent les eaux, etc. Et c'est pas facile de trouver la solution parce que signer une pétition, ça suffit pas. Manifester, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse et c'est ne rien lâcher, mais c'est pas facile. Je l'ai dit en introduction, vous écrivez aussi pour la jeunesse. Donc là, j'aimerais bien un petit peu aller gratter ici parce que je trouve ça intéressant. Et je voulais savoir ce qui vous animait dans cet exercice d'écriture pour la jeunesse. En fait, j'adore les albums jeunesse. On m'a toujours raconté des histoires quand j'étais petite. Bon, avec des parents instituts, il y avait des livres un peu partout. Et moi, mon mari et moi, on a toujours raconté des histoires à nos enfants. Et je ne sais pas pourquoi, un jour, je me suis dit, tiens, je vais écrire une petite histoire. Si, en fait, je me promenais là où on habitait avant, en Alsace, j'allais souvent me promener sur le plateau derrière, et un jour, je montais avec mon chien le chemin, et puis il y avait un petit pommier en haut de la colline, tout seul. Et ce jour-là, le ciel était bleu, et il y avait un nuage juste au-dessus du pommier. Et on parlait d'émerveillement, là c'est la petite fille en moi qui s'est dit, bah, ils sont en train de discuter ensemble. Voilà. Et de là est née l'histoire du petit arbre qui voulait devenir un nuage. Et voilà, expliquer pourquoi, comment, je sais pas, j'ai eu envie ce jour-là de partager cette idée que j'avais eue qui discutaient ensemble, et je me suis dit, pour les enfants ce serait une belle histoire, et c'est une belle histoire pour moi aussi parce que j'ai écrit le texte, je l'ai proposé à Albin Michel Jeunesse, et ils m'ont mis en contact avec Frédéric Pillot, et on est devenus frères et sœurs de cœur, quoi. C'est mon grand frère. C'est un fantastique illustrateur. Il est incroyable. Si vous avez Instagram, par exemple, allez voir son compte Pillot Frédéric. Il est en train d'illustrer le dernier des Mohicans, là. Il fait enfin, quand je vais le voir à son atelier à Strasbourg, je fouine dans ses croquis noirs et blancs, crayons. C'est magique. Il a un talent fou. Je vais poser encore une question à Agnès Lodic et je vais vous laisser réfléchir parce que je prendrai 2-3 questions du public ce soir, donc je vous laisse réfléchir. Je voulais savoir si vous étiez un animal de la forêt. Lequel seriez-vous? L'écureuil. Pour quelle raison? Parce que c'est trop beau et c'est... Il est un peu coquin, il est un peu furtif comme ça, et puis fragile aussi, on le sent fragile. Un peu étourdi aussi, parce qu'il ne sait plus où il range ses noix et ses noisettes. Non, c'est un très bel animal, et puis avec cette grande queue panachée comme ça, c'est vrai que c'est assez magnifique. C'est un bel animal. Et votre plus beau souvenir en forêt? Oh là là, c'est difficile, je n'ai pas préparé. Oh là là. J'en ai tellement, c'est pas, je sais pas. Non, j'en ai tellement. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Alors moi j'en ai une, mais tout à l'heure vous avez fait référence aux communautés amérindiennes. Oui. Que ce soit d'Amérique ou des États-Unis ou du Québec. Je les connais bien ceux-là. Donc je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion ou est-ce que
allez faire lire votre livre aux communautés amérindiennes, justement? Oh non, j'ai absolument pas eu de contact avec eux ou l'occasion de leur faire lire. En fait, c'est quelque chose d'assez. J'ai lu des textes quand j'étais ado, je m'y suis intéressée, mais à l'époque où ils étaient encore. Euh, où ils n'avaient pas encore été contaminés par les envahisseurs qui les ont. En ce moment, c'est maintenant, hein, tout de suite. Là, depuis. Allez, ça a commencé il y a un mois. Dans tout le Québec, il y a toutes les communautés Atikamekw, Montagnais et compagnie, enfin, du Québec uniquement, il va se faire lyncher le Premier ministre parce qu'ils sont encore en train de pas être d'accord avec lui parce qu'il est en train d'autoriser toutes les scieries de blancs et machin à faire des coupes à blanc justement. Et eux, ben, ils vivent là-dedans, mais ils en ont de moins en moins de la forêt pour vivre. Donc du coup, ben, ils sont tous, là maintenant, l'heure où je vous parle, ils sont tous à Montréal en train de manifester, ouais. C'est quelque chose qui me fend littéralement le cœur de voir l'histoire des Indiens d'Amérique qui ont été détruits par les Occidentaux avec l'alcool, en les parquant dans des camps quelque part. J'espère de tout cœur que les peuplades amazoniennes qui sont encore, que nous on appelle sauvages, mais c'est la beauté du sauvage. J'avais lu, quand j'étais sage-femme, j'avais lu un livre qui s'appelait ça m'échappe. C'est pas la théorie du continuum, c'est je ne sais plus, il y a continuum dans le titre. Et c'était une chercheuse allemande ou hollandaise qui était partie vivre 2 ans avec eux et qui racontait la vie. Et je trouvais ça tellement, tellement beau et tellement pur. Et nous, on s'en est tant éloigné et on a perdu tout ça. Et Victoire, elle est un peu dans cette vie avec la forêt. Mais de quel droit on les détruit comme ça, quoi. Et c'est ce qui se passe en Amazonie aussi, avec les mines et avec la déforestation. Ils ont tant à nous apprendre sur la relation au vivant. Et voilà, c'est une de mes tristesses aussi par rapport à cette humanité, à cette partie d'humanité qui s'accapare et les biens et la vie des autres. Est-ce qu'il y a une autre question pour Agnès Ledig? Après, vous aurez le temps aussi pendant l'échange, pendant la séance de dédicace. Il n'y aura pas de souci, mais si vous voulez la poser maintenant, bon, j'en ai encore un petit peu sous le coude. Après l'animal, si vous étiez une plante, parce que la forêt est une plante, un arbre, il y a des jolies choses quand même. Bon, un arbre en chêne parce que il y a cette solidité et cette il y a pas d'ailleurs il y a un tatouage feuille de chêne que je n'ai pas encore fait. Pas encore. Pas encore, mais ça me titille. Mais après, j'aime beaucoup, j'aime toutes les plantes, donc c'est difficile de choisir. Que ce soit les fleurs, que ce soit la menthe, je m'émerveille de chaque espèce qui est dans mon jardin et j'essaie de mettre plein de choses nouvelles. Et, là, je suis en train de créer un jardin-forêt dans une zone pour qu'il y ait un espace qui soit autonome et qu'on puisse aller récolter sans rien faire, et avec des grands arbres, des moyens arbres, et puis un sol. Voilà, je me suis dit, j'avais planté on a des petits fruits aussi, et puis j'avais un pied de camerise là, et je me suis dit, je vais mettre un pied de fraisier au pied.
Et puis ça colonisera ce que ça colonisera. Et ça, c'est l'année dernière. Cette année, il y a 2 mètres carrés autour, quoi. C'est magique. Ça pousse tout seul et c'est... Voilà, donc je m'émerveille de ça. Bon, je pense que vous n'allez pas m'aimer pour la dernière question, mais je la pose quand même. Que dirait la nièce de 13 ans à la nièce d'aujourd'hui et vice-versa? Alors la nièce d'aujourd'hui à la nièce de 13 ans, courage, tu vas y arriver, ne lâche rien. Et peut-être la nièce de 13 ans à la nièce d'aujourd'hui, ne lâche rien, Ouais. courage, tu vas y arriver. Chère Agnès Fadil, je vous remercie infiniment pour ce très très bel échange. Merci à toutes et à tous. On va passer aux séances de dédicaces et on va faire comme à l'habitude, rangée par rangée. Et on va installer la table qui est là pour que ce soit plus confortable pour Agnès pour signer. Merci infiniment et je vous souhaite une excellente soirée.